Non, ce soir nous allons parler de l'exorcisme, des jeteurs de sorts, des envoûtements et des désenvoûtements, un gros sujet particulier à manier avec des pincettes quand même. Hein. D'accord. Alors, ouais. c'est un sujet, d'ailleurs, je vais faire le lien avec le sport comme à chaque fois, mais on en parle pendant la Coupe du Monde parce que il y a des équipes africaines qui utilisent justement... Et avec leur marabout, avec leur marabout évidemment, pour jeter des sorts, alors sur l'équipe adverse évidemment, et pour créer des gris-gris, des porte-bonheur pour leur équipe. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai entendu des rumeurs sur les équipes africaines. Là, on réunit, et c'est au niveau politique, on réunit tous les marabouts du pays pour qu'ils se mobilisent pour jeter des sorts justement autour de l'équipe nationale pour le parcours de la Coupe du Monde. Voilà, comme quoi c'est quand même quelque chose d'important. Mais chez eux, c'est quelque chose de très très important. Eh ben, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ces coutumes dans quelques instants. Les aventuriers de l'étranger. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini sostiene Retina Forse. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, vous l'avez entendu, nous allons aborder un sujet à la fois délicat et fascinant, l'exorcisme, les jeteurs de sorts et les envoûtements. L'exorcisme fait appel à des notions et à des croyances inquiétantes, le diable pour commencer, ou les démons en règle générale qui prennent possession d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant. Le mauvais œil fait aussi partie de ce dossier avec les envoûtements, les désenvoûtements, le tout lié à des pratiques religieuses ou animistes, ou en tout cas à des rituels de devins ou de sorciers ou de sorcières. Alors, comment traiter ce sujet sans déraper dans le domaine des superstitions et surtout dans un domaine où, il faut bien le dire, les charlatans, les faux évêques et autres escrocs sont légion. À mes côtés, ce soir, le psychiatre Bernard Auriol. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner jusqu'à minuit pour nous apporter votre éclairage concernant ce dossier et écouter les témoignages qui, j'espère, vont arriver nombreux à notre standard au 0826 300 300 jusqu'à minuit. Bernard Auriol, l'exorcisme est un dossier sur lequel vous vous êtes penché. À quelle occasion? Pourquoi? Eh bien, je me suis intéressé à l'exorcisme pour deux raisons. D'abord, une raison immédiatement liée à une expérience que j'ai pu avoir, c'est-à-dire à une époque dans un groupe qui s'intéressait à la parapsychologie, nous avions été contactés par le docteur Malacan, qui lui-même était proche de personnes qui se sentaient possédées par le démon, et il avait été procédé à un exorcisme auquel vous avez assisté. Auquel j'ai assisté avec toute une équipe qui a été filmée, qui a été enregistrée de différentes façons, et ça m'a intéressé évidemment d'observer ce qui se passait, d'essayer de comprendre quelque peu. J'ai eu l'occasion aussi de discuter avec la personne qui était au centre de cet exorcisme, qui était au centre de cet exorcisme, qui se sentait possédée. Et puis par ailleurs, ça m'intéresse d'une manière plus générale, puisque je m'intéresse au phénomène parapsychologique. Évidemment. Et quelle que soit l'explication métaphysique qu'on puisse donner au phénomène de possession, est-ce que c'est lié à une véritable intervention de puissance spirituelle dont nous ne pouvons pas observer les agissements autrement, ou bien est-ce qu'il s'agit de forces de nature parapsychologique, ou est-ce qu'il s'agit de simple illusion? Voilà trois hypothèses évidemment qui peuvent avoir leur intérêt et qui m'ont
et que nous allons explorer évidemment avec vous jusqu'à minuit, avec deux interviews qui viendront renforcer donc cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le premier interview est celui d'un journaliste, auteur d'un dictionnaire intitulé Magie et sorcellerie dans les Pyrénées, paru aux éditions Sud-Ouest. Il s'agit d'Olivier de Marliave. Avec lui, nous ferons le tour de nos Pyrénées dans ce domaine, riche, nos Pyrénées dans ce domaine. Et la seconde interview sera celui d'un ethnologue breton, Dominique Camus, qui durant 30 ans a étudié ces phénomènes. Il a assisté à des envoûtements, à des désenvoûtements et a publié plusieurs livres à ce sujet, plus d'une dizaine. Il nous racontera 2 cas qu'il a suivis au quotidien, le premier durant 3 ans et le second durant 2 ans. Bien sûr, si vous avez vécu quelque chose de semblable, si vous pensez être victime d'envoûtement, si vous pensez que quelqu'un vous a jeté un sort ou si vous avez fait appel à un exorciste, eh bien, venez nous rejoindre pour nous apporter votre témoignage, votre éclairage sur ce que vous avez vécu. Vous pouvez donc, pour nous faire part de votre expérience, utiliser 2 chemins. Les SMS, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et ensuite votre réaction, votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Vous envoyez le tout au 71 200 ou encore par téléphone. Notre standard est à votre disposition. Cyril est là pour recueillir vos réactions, vos témoignages et vos questions au 0826 300 300. Bernard Auriol, commençons à discuter avec vous autour de ce sujet de l'exorcisme avant d'aborder tout à l'heure avec les autres intervenants le mauvais sort, les jeteurs de sorts, les sorciers, les sorcières dans nos Pyrénées et également en Bretagne. D'abord, l'exorcisme, le mot exorcisme, qu'est-ce qui se cache derrière ? Bien, l'exorcisme, a priori, c'est une pratique visant à chasser une puissance spirituelle maléfique. Le démon, donc, oui. Exactement, le démon, le diable, ou une autre façon de l'appeler. Ouais. Et donc, l'exorcisme s'est beaucoup développé historiquement dans des périodes assez lointaines de notre histoire, par exemple au Moyen-Âge. Oui. Il y a eu la publication, par exemple, du Marteau des sorcières, là, qui était orienté vers l'idée qu'un certain nombre de femmes, généralement des femmes d'ailleurs, il faut le remarquer, que certaines femmes étaient censées être possédées du démon, utiliser une sorte de pacte avec le démon pour produire des effets magiques, de magie noire généralement. Et alors on avait un certain nombre de théologiens avaient réfléchi sur la question, ils avaient même fait une liste de signes qui prouvaient que quelqu'un était une sorcière. Par exemple, l'un de ces signes était le fait qu'il y avait une insensibilité, c'est-à-dire si on a planté une aiguille dans la chair de cette sorcière, eh bien elle pouvait ne rien sentir, par exemple. À ce moment-là, on considérait que c'était vraiment un signe très grave de sorcellerie et de possession diabolique. Et elle finissait au bûcher les 3/4 du temps. Voilà, ce qui était une forme de thérapie peu intéressante quand même pour ces personnes qui étaient peut-être dans certains cas victimes de phénomènes névrotiques. Qui peuvent donner ainsi des anesthésies localisées. Tout à fait. Mais l'Église donc a un rituel d'exorcisme qui existe encore de nos jours. Certes, d'ailleurs, il y a dans les ordres, vous savez que pour devenir prêtre ou évêque ou on doit devenir d'abord diacre ou avant sous-diacre ou avant, il y a une série d'ordres. Il y a toute une hiérarchie, une hiérarchie d'ordres qui n'ont pas d'activité vraiment développée actuellement, mais qui sont quand même utilisés lorsque on procède à l'ordination d'un prêtre. Il doit passer par toutes ces étapes, et l'une de ces étapes est celui d'exorciste. Il doit être exorciste. Ah oui, aussi, d'accord. Donc tout prêtre, a priori, a subi a bénéficié de l'ordination en tant qu'exorciste. Maintenant, évidemment, avec l'évolution de la réflexion dans la société civile, mais aussi dans l'Église, l'Église catholique en particulier a compris qu'il ne fallait pas abuser de ces pratiques d'exorcisme qu'on versait assez facilement dans des travers ennuyeux, parfois ridicules, très souvent méritant un examen approfondi avant de s'y livrer, si vous voulez. Donc l'exorcisme actuellement est généralement réservé à
une seule personne. Dans chaque évêché, il y a un prêtre exorciste. Et je crois que par exemple dans le diocèse de Toulouse, ce prêtre exorciste, il est entouré d'une commission composée souvent de laïcs, de religieuses, etc., qui sont des gens aptes à réfléchir sur les aspects humains de ce qui éventuellement serait une possession. C'est-à-dire qu'il s'oriente plus actuellement à étudier le cas d'un éventuel possédé vers la psychanalyse, la psychiatrie, une thérapie en tout cas. Disons que je ne pense pas qu'ils considèrent que ce soit leur travail, mais ils essayent en tout cas de ne pas se précipiter sur un rituel d'exorcisme par rapport à des personnes dont ils penseraient que, a priori, il ne s'agit pas d'une possession au sens classique du terme. Ouais. Et alors, qu'en est-il dans le cadre de votre profession? D'abord, en tant que scientifique qui s'intéresse, parce que vous êtes docteur en médecine, je le rappelle, en tant que scientifique qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux, il y a une passerelle entre les phénomènes paranormaux et le monde de l'exorcisme? Oui, cette passerelle est tout à fait évidente, c'est-à-dire que s'il s'agit de quelqu'un qui est croyant, il attribue forcément les phénomènes qui se déroulent en présence d'un possédé, il attribue à une puissance maléfique, à un démon. Bien sûr. À supposer que de tels phénomènes existent, eh bien, on n'est pas systématiquement obligé de l'attribuer à un démon. On peut imaginer qu'il puisse s'agir aussi de phénomènes d'ordre parapsychologique, c'est-à-dire des forces encore non connues ou mal connues, appartenant au domaine naturel. Par exemple, si quelqu'un produit des phénomènes de poltergeist, on en a parlé dans cette même émission il n'y a pas si longtemps, des objets qui se déplacent, qui se cassent, qui changent d'endroit, des portes qui claquent, ça, quelqu'un qui est très croyant peut l'attribuer à un démon, au diable. Oui, clairement. Alors qu'il s'agit d'un phénomène paranormal qui est référencé, je dirais. Voilà, ce type de phénomène a été décrit. Personnellement, je n'y ai pas assisté, donc je ne peux pas en garantir l'authenticité, mais ces phénomènes ont été décrits, y compris par des gens extrêmement sérieux, tels que Bender, par exemple. Oui. Ou Monsieur Van Lucado, qu'on en a eu d'ailleurs en interview dans cette émission en Allemagne. Van Lucado, qui est un physicien extrêmement reconnu. Oui. Donc, ces phénomènes de poltergeist peuvent être. Quand on dit poltergeist, évidemment, il y a le mot geist, c'est-à-dire esprit. Donc on l'attribue généralement à un esprit. Mais un parapsychologue qui serait athée et qui ne croirait pas aux esprits pourrait très bien considérer qu'il s'agit de phénomènes d'ordre naturel, interprétés par les personnes présentes dans leur contexte et leurs références religieuses en tant qu'esprit. Comme étant l'œuvre du démon ou l'œuvre d'un esprit. Et c'est ce qui se passe dans toutes les religions. On constate que dans toutes les religions, on parle de possession et d'exorcisme avec des mots distincts, différents. Mais par exemple, en Afrique du Nord ou en Afrique tout court, soit dans le cadre de l'animisme, soit dans le cadre même de l'islam, on considère qu'il peut y avoir intervention d'un shaitan. Un shaitan, c'est un démon, en arabe, c'est ça. De même, dans l'hindouisme, dans le protestantisme aussi, on reconnaît la possibilité éventuelle de l'intervention du démon dans le domaine naturel. Et à ce moment, et alors l'Église catholique, les penseurs catholiques ont inventé un terme d'ailleurs, parce qu'ils étaient gênés d'appeler cela du surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est généralement quelque chose qu'on va attribuer plutôt à Dieu et à ses saints. Alors que il s'agirait de quelque chose qui ne serait pas naturel, puisque c'est l'intervention d'un esprit étranger à notre monde sublunaire, si on peut dire, mais en même temps quelque chose qui ne serait pas du domaine de la science au sens classique, c'est-à-dire tout à fait naturel. Et donc l'Église a parlé de phénomène préternaturel, c'est-à-dire préternaturel, c'est-à-dire qui est en dehors. C'est pas tout à fait naturel, mais ce n'est pas non plus surnaturel. C'est un exercice de style quand même, hein. Ben oui, mais enfin qui a été pratiqué depuis très très longtemps, puisque je crois que le terme préternaturel doit remonter quand même à saint Thomas d'Aquin, donc ça veut dire au XIIe siècle, oui. Ah oui, effectivement. Bon, vous restez avec nous, Bernard Auriol. Dans quelques minutes, nous allons écouter une interview d'un journaliste bordelais, une interview que j'ai réalisée, c'était cette semaine, jeudi, pour ne rien vous cacher. Olivier de Marliave est l'auteur du dictionnaire de la magie et de la sorcellerie dans les Pyrénées, c'est paru
paru aux éditions Sud-Ouest. Il évoquera notamment 2 cas de possession et d'exorcisme qui sont restés très célèbres dans nos montagnes, notamment un exorcisme qui a duré 10 jours et 10 nuits et qui n'est pas si vieux que cela puisque ça s'est passé dans les années 30, donc ça remonte à très très peu de temps par rapport à nous. Bien sûr, je rappelle que si vous voulez intervenir dans cette émission, si vous pensez avoir été victime d'un envoûtement, de quelqu'un qui vous a jeté un sort ou le mauvais œil, comme l'on dit, si vous avez fait vous-même appel à un exorcisme, vous pouvez nous appeler pour nous apporter votre témoignage, que l'on comprenne un petit peu, que vous nous expliquiez ce que vous avez vécu. Vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous nous envoyez un SMS. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, ensuite votre question, votre réaction, votre numéro de téléphone, le cas échéant, si vous voulez que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Raphaël, c'était Schengen, le titre de la chanson. Si vous pensez être victime d'envoûtement, si vous avez fait appel à un exorciste, vous le savez, nous avons avec nous un spécialiste de ce domaine, Bernard Auriol, qui est en notre compagnie jusqu'à minuit. Vous pouvez nous appeler et nous faire part de votre expérience, de votre témoignage, nous dire ce que vous avez vécu. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Cyril est là au standard pour recueillir votre témoignage, ou vous pouvez nous envoyer un SMS, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, votre réaction, votre question. Je me ferai évidemment le porte-voix de ce que vous nous enverrez et vous pouvez nous laisser également par SMS votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Voici donc l'interview d'Olivier de Marliave que j'ai réalisée cette semaine. Olivier de Marliave qui vient de publier aux éditions Sud-Ouest le dictionnaire de la magie et de la sorcellerie. Olivier de Marliave qui commence par constater que la pratique de la sorcellerie était finalement très courante dans nos Pyrénées. Si vous voulez, on fixe en général, les historiens ou les sociologues ou les ethnologues fixent la fin de ce recours à la magie ou à la sorcellerie à l'immédiat après-guerre, aux années 50 et 60 même, lorsque ont disparu les modes de vie et la civilisation paysanne traditionnelle rurale. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, il y a eu l'abandon de beaucoup de pratiques liées à cette civilisation rurale traditionnelle, et dont la sorcellerie et la magie, qui maintenant a sans doute encore des adeptes, mais ce sont des gens qui n'ont plus du tout des pratiques collectives ou sociales comme autrefois, mais s'y livrent d'une façon beaucoup plus individualiste. Ouais. Alors, si j'en crois à votre dictionnaire, envoyer un mauvais sort était une chose admise, si ce n'est relativement courante quand même. Alors oui, si vous voulez, on sait que c'était une chose assez courante parce qu'il y a une multitude de procédés et de remèdes pour lutter contre le maudat, comme on dit en occitan, c'est-à-dire le mauvais œil, le mauvais sort, Et il y avait toute une terminologie assez complexe en occitan. Vous avez les Béarnais, alors distinguer le maudat avec la malandre, ça commençait par une espèce de malaise qu'on arrivait mal à déterminer. Ensuite la calangue. Alors là, c'était une espèce de langueur, et puis on aboutissait à l'escouminge, et le pire, c'est la séquère. Alors la séquère, c'est la mort assurée, et tout ça provoqué par, effectivement, le mauvais œil, c'est-à-dire un personnage qui vous veut du mal, que ce soit un sorcier, que ce soit un devin, que ce soit un curé sorcier, enfin tous les acteurs de ces pratiques de sorcellerie et de magie. Alors là, vous avez justement situé sur la scène les principaux acteurs, donc le sorcier, évidemment, le devin et le curé sorcier. C'est étonnant quand même cette juxtaposition. Enfin, curé et sorcier, je veux dire. Étonnant, oui et non, parce que je pense que dans les mentalités populaires, on a toujours associé l'homme qui est en relation avec le surnaturel, avec le divin, à celui qui peut se mettre de son côté des forces en les retournant, c'est-à-dire combattre le mal pour le bien, et à l'inverse se mettre du côté du mal. Et effectivement, les curés sorciers, ça a été une réalité. Vous savez, c'est assez curieux parce que historiquement, on a nommé ces curés sorciers des ecclésiastiques qui conjuraient les orages et la foudre. Alors ça, c'est quelque chose qui existe encore d'ailleurs, qui existe toujours, puisqu'il y a des fêtes religieuses, alors tout ça est très encadré par l'Église, mais il y a des curés qui vont bénir les airs dans la montagne pour chasser les orages qui étaient historiquement toujours considérés comme une manifestation du diable.
Et alors de là, bon, si vous voulez, c'est greffé cette croyance incroyable dans les messes noires. Hein. La messe noire, là vraiment, ça a été un phénomène avec trafic d'hosties, avec trafic d'huile sainte, avec trafic différents objets de culte. Ah oui, oui. Et la messe noire a vraiment marqué toute l'histoire des Pyrénées jusqu'à des dates récentes. Jusque quasiment presque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout à fait, oui, absolument. Dans ces eaux-là, ouais. Si vous voulez, le phénomène est surtout connu par des procès, il y en a eu plusieurs, et puis par la tradition populaire. Alors par exemple en Bigorre, on appelle la messe noire la messe de Malmort. Et on dit que les Bigordans avaient recours à des curés qui payaient grassement pour se venger d'usuriers. Et alors, il demandait au curé de dire une messe. Alors vous savez, le principe de la messe noire, c'est une messe que l'on dit à l'envers. D'accord. On commence par la fin, avec un mélange de patois gascon ou languedocien ou béarnais et de latin. Et alors bon, il y a toute une espèce de mythologie, une imagerie romantique autour de la messe noire, hein, grâce à des gens comme Michelet et sa sorcière. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de curés qui effectivement aient fait venir une femme qui apparaissait nue sur l'autel et sur laquelle on célébrait la messe. Bon, ça je crois que c'est un peu une imagerie d'Épinal. Mais le recours au curé quand même pour faire de méchantes choses, ça, je pense que c'est une réalité. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'était, peut-être qu'il en existe encore, un devin? Alors, le devin, c'est un peu compliqué, vous savez, le devin. D'abord, il y a 36 000 façons de le nommer, hein, que ce soit le débinaire, c'est l'appellation la plus courante, ou l'azdi au Pays Basque. Alors, c'était un homme qui pouvait pratiquer à la fois la magie blanche comme la magie noire. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'une et l'autre? La magie blanche est une espèce d'ensemble de corpus de recettes bienfaisantes et guérisseuses, alors que la magie noire, c'est beaucoup plus grave. Évidemment l'inverse, oui. Ce sont des sorts que l'on réserve à des ennemis. Alors, le devin, si vous voulez, en fait, a toujours été perçu, je crois, comme une espèce d'intermédiaire avec l'au-delà. C'était un peu le recours quand on n'osait pas aller voir le médecin parce que ça coûtait trop cher, et jusqu'à la fin du 19e siècle, les médecins étaient très peu nombreux dans le domaine montagnard, et lorsqu'on n'osait pas aller voir le curé, on allait voir le devin. Bon. Et il faut se dire que jusqu'aux années 1950, en Ariège, l'Ariège était connu pour la qualité de ses devins. Il y avait des villes comme Tarascon, Pamiers, Varilhes ou Saint-Giron qui étaient réputées. Moi, j'ai récolté pas mal d'informations qui m'ont permis de faire des portraits. Bon, il y a des gens comme Laozel à Pamiers. Si vous allez à Pamiers, vous parlez de Laozel auprès de personnes un peu âgées, tout le monde s'en souvient, quoi. Ce sont des gens qui pratiquaient une magie blanche, peut-être à la demande magie noire, mais ça j'en ai pas eu de témoignage. Ou encore le perrucate. Alors c'était un type extrêmement connu à Saint-Giron qui était à la fois à moitié charbonnier, à moitié brocanteur et puis guérisseur. C'était vraiment des notables, hein, finalement, dans la ville. Alors c'était des notables, oui. Pas institutionnels, mais quand même connus de tout le monde. Oui. Et alors, si vous voulez, on faisait appel à eux en période de crise. Hein. Moi, j'ai retrouvé pas mal de choses dans les archives intéressantes au moment de cette épouvantable contagion de grippe espagnole dans les années 1918-1920. Et la grippe espagnole, il faut le rappeler, a quand même fait plus de victimes en Europe que la Première Guerre mondiale elle-même. Et alors à ce moment-là, comme les gens ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait, et les devins en ont profité. Alors je ne sais pas s'ils ont pu soigner beaucoup de monde, les pauvres, ou sauver beaucoup de personnes de la mort, mais alors là, on a assisté à des choses absolument délirantes, hein, des recours à des vieilles recettes, de la graisse de chien, des peaux de serpent, etc. En fait, tout ce qui était sombre et enfoui dans l'âme humaine ressurgit là. Hein. Voilà, tout à fait. Et on avait le sentiment que plus c'était épouvantable, et plus la pharmacopée était incroyable, et plus les gens y attachaient de crédit. Un espoir fou, évidemment. Alors, parlez-nous, parce que vous citez un passage d'un texte de Pierre de Lambre dans votre dictionnaire, quand il décrit le diable. D'abord, Pierre de Lambre, qui était-ce? Alors, Pierre de l'Ancre. Pierre de l'Ancre, de son vrai nom Pierre de Rostegui, sieur de l'Ancre, c'était un magistrat bordelais à qui Henri IV, vous savez, le bon roi Henri, a commandé une mission qui en fait était assez épouvantable. Il s'agissait d'éradiquer tout ce que le Pays Basque comptait de sorciers et de sorcières. Ah bon, d'accord. Et donc Henri IV a beaucoup insisté pour que le Parlement de Bordeaux envoie cet homme, Pierre de l'Ancre, qui était connu pour sa rigueur. Et donc Pierre de l'Ancre a pris les choses très au sérieux
Et l'été 1609, il a parcouru le Pays Basque en radiant en se basant sur la délation, bien sûr. Évidemment. Bah, tiens. Il y avait 2 jeunes filles ravissantes, nous disent les chroniques, qui l'entouraient et qui se complaisaient à dénoncer qu'elles voulaient. Donc il l'a radié. Alors, on prétend qu'il aurait brûlé des milliers de personnes, c'est bien sûr faux, parce que ces missions ont duré 4 mois. Ouais. On estime à peu près à 60 à 70 personnes qui ont péri sur le bûcher, ce qui était quand même, pas mal. Dont sûrement 70 victimes innocentes. Voilà. Alors effectivement, il s'est fait décrire par une de ces jeunes filles, notamment Jeannette d'Abadie, qui était une coquine, je pense, le diable comme une espèce alors un homme à tête de bouc, avec une couronne de cornes, des doigts crochus, évidemment, avec comme des cerfs une barbe de de proie. chèvre, des yeux bien épouvantables, une longue queue, et puis alors un sexe, dit la jeune Jeannette d'Abadie, plus long que celui d'un mulet, et recouvert d'écailles. Voilà. Et répandant une semence glacée. Bien sûr. Effectivement, ce sont des détails qui devaient beaucoup passionner Pierre de l'Ancre, qui était un homme assez travaillé par la sexualité, l'érotisme, tout ça. Et donc, les 2 jeunes filles qui l'entouraient, là, s'en sont rendues compte et devaient jouer là-dessus, bien évidemment. Oui, c'était un total déséquilibré, on l'a bien compris, finalement. Tout à fait. Ouais. Alors, plusieurs objets servaient, selon la tradition populaire, à se protéger du démon. Oui, mais vous savez, il y avait, c'est ça. Et jusqu'à jusqu'à maintenant, ça perdure, hein, je suis sûr, encore, l'utilisation de quelques objets, non? Ah, bien sûr. Vous savez, quand on se promène en montagne et qu'on voit déjà des chardons, des grands chardons pyrénéens cloués sur une porte, beaucoup de gens mettent cela par tradition, oui. Par tradition. Ouais. Mais moi, j'ai rencontré des gens encore qui ramassent ces chardons au moment de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juin, et qui y attachent une importance extrême pour chasser effectivement les influences néfastes. Et vous savez, toujours avec cette espèce d'humour gascon en disant « Oh, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal ». Mais il semble qu'on y croit, bien sûr, on y croit. Ouais. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de cas de possession démoniaque, c'est-à-dire des gens qui répondaient à ce que l'Église définit comme des cas de possession. Alors, vous savez, il y a 7 conditions pour qu'un ecclésiastique lance un exorcisme. Oui. Elles sont très très bien définies. Il s'agit d'avoir la faculté de connaître les pensées de l'autre, la compréhension de langues inconnues, un pouvoir de divination, la faculté de bilocation, c'est-à-dire d'écrire des événements hors de votre vue, et puis un développement de forces physiques exceptionnelles et la capacité de s'élever dans les airs. Et les quelques cas que je présente, des cas d'exorcisme, curieusement, déclinent vraiment ces 7 conditions pour qu'il y ait lutte contre le démon. Alors justement, qui aurait pris possession de... Racontez-nous un de ces cas. Oh, il y a un cas extraordinaire qui est assez récent, puisqu'il s'est déroulé en 1930, non, pas tout à fait, 1921, dans les montagnes de l'Aude, et du côté de Clermont-sur-Loquet. Alors, il y avait 2 prêtres. Près de Limoux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, oui. Il y avait trois prêtres, le père Félix qui était exorciste au diocèse de Limoux, puis 2 prêtres, les abbés Sourniès et Ancet, on peut les nommer, pourquoi pas, et qui avaient été appelés parce que il y avait une jeune fille qui présentait tous les symptômes de la possession. Alors les 3 hommes se sont enfermés dans une église. Et pendant 12 nuits, ils se sont livrés, mais un véritable combat contre le démon qui habitait cette jeune fille. Et alors, c'est assez curieux parce que, si vous voulez, si on croit au témoignage humain, on ne peut pas mettre en doute ce qu'il raconte, parce que c'est raconté avec une froideur et un esprit de historique, quoi, qui est évident. Les curés disent que cette jeune fille s'est marché sur la voûte de l'église, la tête en bas. Bon. L'un d'eux dit que pour préserver la pudeur des ecclésiastiques, sa robe ne se retournait pas. Vous voyez, c'est curieux ce genre de détails. Oui. Et alors, elle s'exprimait dans des langues tout à fait inconnues. Elle parlait gascon, mais elle parlait langue d'Ossien, mais elle s'est mise à les achever en latin. Oui. Et puis tout ça, à la fin, c'est terminé par une espèce de violence extrême. Il y a les vitraux ont explosé. On n'a jamais retrouvé de traces de verre. Il y a un ensemble de choses très 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 curieuses, très curieuses. Et est-ce que, toutes les traces que vous avez retrouvées étaient vraiment documentées ou c'était juste sur la parole des curés? Non,
ça, ce sont des choses qui sont documentées. D'accord, ouais. Absolument, et qui figurent dans les archives. Bon, il y a un autre cas d'exorcisme qui est assez célèbre en Béarn, alors qui est beaucoup plus ancien, qui remonte à la moitié du XVIIIe siècle, et qui s'est passé à Sordes-l'Abbaye. Mm-hmm. Et alors ça, l'exorcisme de Sordes, on en parle, les historiens en parlent souvent comme une espèce d'exemple, parce que c'était un combat là aussi incroyable, et qui s'est livré entre un père exorciste et un jeune homme, un certain Jean Le Puyot, qui habitait La Battue, près d'Orthez, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et alors là aussi, on retrouve tous les cas Il parlait plusieurs langues, lui, hein. De possession. Alors voilà. D'après ce que j'ai lu dans votre livre, oui, tout à fait. Il parlait en breton, en latin, en grec, enfin des choses incroyables. En basque, même en breton. Alors que lui était occitanophone monolingue, c'est-à-dire qu'il ne parlait même pas français. Ouais. Et alors là aussi, pendant 10 jours, c'était une espèce de combat incroyable. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a des assistants, des gens qui sont venus assister aux séances d'exorcisme et qui étaient sidérés de voir la violence des rapports entre ce jeune garçon. Puis à la fin, bon, quand tout s'est terminé, le démon a quitté le jeune homme. Enfin, le démon. Dit-on pardon. Dit-on, oui, le démon. Oui, dit-on. Ouais. Et il ne se souvenait plus rien. Voilà, et les choses en sont restées là. Mais ce sont des phénomènes assez curieux, oui. Bon. En tout cas, Olivier de Marliave, je recommande vraiment ce dictionnaire qui s'intitule Magie et sorcellerie dans les Pyrénées, que vous avez rédigé. Ça vous a pris un temps fou, hein, toute une vie presque, je dirais, pour collecter toutes ces informations. Oui, effectivement, oui. Et c'est aux éditions Sud-Ouest. Dites-moi, il ne vous est pas arrivé, lorsque vous avez quand même plongé dans ces différents mondes, d'avoir un petit peu peur? Écoutez, ça m'est arrivé en Bigorre, effectivement, parce que j'ai passé un après-midi avec une personne qui passait pour devin et même pour sorcier, et qui m'a fait un peu peur, parce qu'il m'a raconté des histoires là assez effarantes, qui étaient liées justement à des rituels de possession, de magie noire. Bon, moi, c'est une chose à laquelle j'ai pas envie de toucher, même si je crois pas à l'efficacité de tout ça. Oui. Mais non, vous étiez là en tant qu'ethnologue, quoi, en tant que journaliste. Pardon ? Vous étiez là en tant qu'ethnologue ou journaliste, quoi, je dirais, pour recueillir des informations. Ouais. Tout à fait. Mais quand même, l'homme a un peu flippé, quoi, si j'ose dire. Un petit peu. Ouais. Parce qu'on touche un domaine, si vous voulez, où on a beau se dire d'une façon rationnelle, bon, on n'y croit pas, il y a toujours une explication à tout. Oui. Là, il arrive un moment où on se pose quand même de sérieuses questions. Ouais, j'imagine. Merci en tout cas, Olivier de Marliave. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. Au revoir. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous recommande évidemment ce dictionnaire de la magie et de la sorcellerie paru aux éditions Sud-Ouest, un très très bon bouquin. Qu'en pense notre invité? On va le savoir dans quelques minutes, de ces deux exorcismes qui sont restés dans les annales de l'histoire de nos Pyrénées. Et puis je vous rappelle évidemment cette invitation à venir témoigner dans notre émission si vous avez assisté à des exorcismes, si vous avez fait appel à un exorciste, si vous pensez avoir été victime d'un envoûtement, vous nous appelez au 0826 300 300 ou alors vous nous envoyez un SMS. La procédure est simple, vous tapez le mot Sud d'abord, vous marquez un espace et ensuite votre question, votre réaction. Si c'est une question, je la poserai à Bernard Auriol, notre invité, ou encore vous nous laissez votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler et vous envoyez le tout au 71 200. Nous parlerons donc tout à l'heure avec notre autre intervenant qui s'appelle Dominique Camus, qui est ethnologue, qui vit en Bretagne, et lui nous racontera des cas qu'il a suivis comme ça de jeteurs de sorts et de désenvoûteurs qu'il a suivis pas à pas durant plusieurs années. Vous allez voir, son témoignage est tout à fait étonnant. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Corinne Bailey-Ray sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. C'était Put Your Records On. Nous parlons de l'exorcisme. Tout à l'heure, nous parlerons des jeteurs de sorts, des envoûteurs et des désenvoûteurs, avec notamment, je vous le rappelle, Dominique Camus, qui est ethnologue, qui étudie ces phénomènes et ces pratiques sociales depuis plus de 30 ans. Nous sommes en compagnie de Bernard Auriol, qui est psychiatre, docteur en médecine, qui est notre référent scientifique ce soir.
Docteur, que pensez-vous de ce qu'a dit Olivier de Marliave, qui a compilé comme ça toute une série d'histoires et de faits qui se sont déroulés dans nos Pyrénées? On pense que l'exorcisme est lié au monde rural, mais pas du tout en fait. Hein. Non, je pense que ça c'est surévaluer la différence entre monde rural et monde urbain. Et c'est vrai que à Toulouse aussi, il y a des gens qui se sentent sous l'emprise du démon, qui ont recours à des exorcistes ou à des guérisseurs ou à des personnes qui se définissent comme compétents pour enlever des sorts, etc. Et donc je ne pense pas qu'on puisse limiter ces affaires-là à la campagne. D'ailleurs, si on regarde nos boîtes aux lettres, on a fréquemment des publicités de marabouts et autres enleveurs de sorts qui sont en fait l'indice que s'il y a cette publicité, c'est qu'il y a aussi une clientèle qui est apte à utiliser ces adresses. La frontière entre l'exorcisme et les jeteurs de sorts est très fine finalement, alors que ce sont deux choses différentes quand même. Ce sont des choses différentes. D'abord parce que le possédé... Là, on parle de l'exorcisme, donc. Le possédé, c'est celui qui va être exorcisé, dont on va chasser le démon. Donc, il est envahi par un démon, il est guidé par un démon. Par exemple, Jésus chasse des démons, il les chasse, il les envoie dans des cochons, par exemple. Donc, il y a une puissance spirituelle, un démon qu'on peut éjecter de quelqu'un. Mais c'est quand même différent d'un sort, puisqu'un sort, c'est une sorte de l'efficacité d'une parole en fait, c'est-à-dire d'une malédiction, alors qu'il s'appuie aussi sur des objets très souvent. Il y a tout un rituel magique à mettre en place. On peut par exemple utiliser des parties du corps de la personne qu'on veut sur laquelle on veut exercer un pouvoir méchant, si on peut dire. Un cheveu, quelque chose qui lui a appartenu, des ongles, etc. Une coupure d'ongles, oui. On en parlait tout à l'heure parce qu'en Afrique du Nord, il y a des croyances autour des coupures d'ongles qu'il faut récupérer et brûler et surtout ne pas les laisser traîner. Mais d'ailleurs, ça ne se limite pas à l'Afrique du Nord. Je pense que l'idée que quelque chose qui a appartenu à la personne puisse être un véhicule d'une force spirituelle destinée à lui nuire est tout à fait répandue, n'est pas limitée à une aire géographique particulière. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'était la différence entre l'exorcisme et les jeteurs de sorts ou ceux qui ont été victimes du mauvais œil. Je vous l'ai dit, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez été témoin d'exorcisme, si vous avez fait appel à un exorciste ou si vous pensez être victime d'un jeteur de sorts. 0826 300 300. Vous pouvez également nous contacter par SMS, le mot sud à taper au début, ensuite un espace, votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Docteur, nous accueillons Youni qui nous appelle de l'Aveyron. Bonsoir. 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 Merci de venir nous rejoindre. Alors, vous nous appelez parce que vous avez assisté à 2 exorcismes, c'est cela? Oui, j'ai assisté à 2 exorcismes, un dans les Tarn qui était pas trop normal, moi j'ai trouvé, en fait c'était vrai, c'était une fille qui avait bu. Le prêtre est venu pour le faire l'exorcisme, seulement toujours la fille elle avait les yeux fermés et c'était un peu comédie. D'accord. Et le deuxième c'était en Belgique. C'était il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années, 20 ans. Oui. Et comment se fait-il que vous soyez retrouvé présent à ce deuxième exorcisme? Parce que j'étais venue voir mes sœurs. Je suis israélienne. Oui. J'étais venue voir mes sœurs et j'ai une sœur qui est religieuse de Don Bosco. C'est salésienne, c'est ça? Oui. Et l'autre Manuel, elle est ici à l'Aveyron. D'accord. Elle est mariée. D'accord. Et donc c'est votre sœur qui est une sœur qui appartient à un ordre religieux qui vous a fait venir pour assister à un exorcisme, c'est ça? Non, j'étais venue les voir. Oui. Et elles m'ont dit, venez, viens avec nous, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Oui. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu alors? À Ypres, surtout, ça m'a beaucoup, bousculé. Impressionné? Oui. Parce que là, c'était dans l'église des pères, comme elles appellent ça. Oui. C'est des pères qui font des exorcismes à Ypres, en Belgique. Oui.
Et là, il avait une dame, et elle était assise bien tranquille sur le banc dans la chapelle de l'église. Oui. Et quand le prêtre il est venu avec un autre prêtre, ils étaient 2 prêtres. Mm-hmm. Et bon, il l'a fait venir sur le premier banc. Et puis là, ils ont commencé à faire des prières. Oui. Et là, la fille, elle s'est levée d'un coup. Elle a pris les bénitiers, ça. Oui, oui, oui. Et elle a bu tout l'eau des bénitiers. Elle a dit au prêtre, je n'ai rien à faire de cette flotte. Et puis après, elle a attrapé le banc, un grand banc, hein, on met plusieurs personnes dessus. Oui. Elle a attrapé ça, comme si elle prenait une paille. Oui. Et nous, on avait un petit peu pressionné, là. Ah oui, j'imagine, oui. Mais moi, à l'époque, je revenais du service militaire, alors j'étais assez costaud. Oui. Vous aviez quel âge? J'ai 49 ans, vous voyez, j'avais une vingtaine d'années. D'accord, donc vous aviez la trentaine, quoi, à peu près, même pas. À peu près, oui. Ouais, ouais, ouais. Et alors, après avoir saisi le banc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Disons qu'on a dû la maîtriser. J'ai eu beaucoup de mal pour la maîtriser. Il y avait 4 hommes avec moi et puis moi. Pourtant, à l'époque, j'étais costaud. Hein. Je vous savez, j'avais l'impression d'avoir un Hercule, alors que c'était une petite dame de 1m58 qui faisait à peine 45 kilos. Ah oui, donc qui était très très forte à ce moment-là, quoi. Alors, une force décuplée. Oui. Et c'était vraiment impressionnant. Et puis après, elle s'est tournée sur une de mes sœurs qui était pour rentrer dans la religion, elle n'était pas tout à fait encore rentrée. Et elle a dit à ma sœur, toi, je te déteste, je te détruirai. Oui. Et elle ne savait pas que ma sœur, elle allait faire religieuse encore. Oui, oui, oui. Et puis après, elle s'est tournée sur moi, elle a fait, toi, sale juif. Évidemment. Et elle ne savait rien du tout de moi, pourtant. D'accord. Ça m'avait vraiment impressionnée. Et puis, après, elle a dit au curé, toi, avec tes manières d'église, j'ai à détruire ton église. Alors, je sais pas, tout ça, ça m'avait bousculé. Et cette dame est ressortie de cet exorcisme dans quel état? Est-ce qu'elle était complètement épuisée? Est-ce que à la fin de première, parce qu'elle a eu plusieurs séances. Oui, oui. Et à chaque fois, on m'a demandé de rester parce que j'étais assez costaud. Parce que oui, pour la maîtriser, oui. 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 Et moi, bon, elle pensait tous les gens que ça me faisait rien, mais moi, ça me faisait quelque chose. Ben, j'imagine, oui, c'est quand même impressionnant d'assister à ça. Oui. Et je me souviens d'une chose aussi un peu étrange, c'est qu'il y a un chien qui est rentré dans l'église. Et le prêtre a voulu chasser le chien. Et le chien, il est venu s'asseoir à côté de la dame. Et à chaque fois qu'elle faisait ces choses comme ça, le chien, il gémissait. Et puis il essayait de défendre le prêtre. C'était drôle. Oui. Après, on a chassé le chien, bien sûr, parce que c'est pas très sa place, mais le chien gémissait à la porte de l'église. Comme si le chien sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de pas normal qui se déroulait. Oui. Et puis, on a dû faire plusieurs exorcismes à cette fille. Oui. Après, elle était tout apaisée tout apaisée. C'était drôle, mais elle était avec les yeux ouverts et on aurait tout dit qu'elle comprenait tout, qu'elle voyait loin. Oui. Elle avait dit aussi au prêtre, le pape, un jour je le détrônerai. C'était drôle. Et puis elle avait dit aussi au prêtre, toi je te ferai quitter le sacerdoce. Et en fait, ce prêtre, plusieurs années après, on a appris qu'il avait beaucoup de difficultés dans sa vie de prêtre. Oui. Et à la suite de cet exorcisme, ça l'a fait revenir. Il a réfléchi sur sa vie et il a accroché à sa vie du sacerdoce. Oui.
Et quand elle s'exprimait, est-ce qu'elle avait on sentait évidemment quand vous nous le racontez il y avait de la haine, hein, une haine féroce dans le ton de sa voix. Très fort. Oui. C'était surtout cette force qu'elle avait. Et aussi une fois, elle était échappée de l'église. On a dû la courir derrière. Elle est montée sur un véranda en plastique. Oui. Et elle sautait là-dessus comme un petit oiseau. Et elle n'est pas passée de travers. Oui. Puis après, elle est sautée en bas, comme si elle sautait en bas d'une chaise. Oui. Donc, c'était vraiment... des capacités physiques étonnantes, quoi. Ah oui, vraiment. Je crois que j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça, j'imagine, oui. La preuve, 20 ans après, vous vous en souvenez encore? Oh là là, oui. Quand ma soeur a dit, il y a une émission d'exorcisme, tu vas témoigner. J'ai dit, non, je veux pas. Bon, en tout cas... Ça y est, je me suis écoutée, hein. En tout cas, Yoni, je vous remercie vraiment. C'est très gentil à vous de nous avoir fait part de ce témoignage tout à fait étonnant qui s'est déroulé en Belgique il y a une vingtaine d'années, donc, hein? Oui. L'église de Père Ypres. D'accord. Très bien. C'est des prêtres qui font ça tout le temps. Oui. Mais ils sont très prudents, ils font pas ça pour commenter les prêtres. Il m'a expliqué, il m'a dit, vous savez, c'est rare des exorcismes comme ça. Mm-hmm. Et parce que les gens qui viennent avec des épingles de cheveux, ils disent au prêtre, il y a le diable dedans. Oui. Alors ils font discernement parce que les gens, surtout les femmes, souvent pensent qu'il y a le diable dans tout. Oui. Voilà. Merci en tout cas Yoni. Bernard Auriol, que pensez-vous de ce témoignage et de ce qu'a vécu Yoni, ce qu'elle a vu il y a à peine une vingtaine d'années, et cette force étonnante de ce petit bout de femme, comme elle nous l'a décrit, même pas 1m60, 1m58, 50 kilos tout mouillé. Oui. Eh bien écoutez, ça fait partie des signes que Monsieur de Marliave attribué aux possédés, que l'Église compte parmi les 5, 6, 7 signes qui sont fréquents chez la personne censée être possédée, c'est-à-dire cette force disproportionnée. Il faut dire que cette force disproportionnée n'est pas forcément de nature, comme on disait tout à l'heure, préternaturelle ou comme nous dirions aujourd'hui, de nature parapsychologique. Il peut s'agir, parce que pour une force parapsychologique, ce serait une force qui s'exercerait sans intervention des muscles du tout, c'est-à-dire à distance, par exemple. Oui, tout à fait. Un effet psychokinétique. Alors que lorsque les muscles interviennent, cette force, même si elle est disproportionnée, est produite par les contractions des muscles, c'est-à-dire par des phénomènes biochimiques qu'on peut étudier, disons. Ce qui est surprenant, évidemment, c'est que chez une personne qui habituellement n'a pas la force de faire telle chose, elle en devient tout à coup capable. Mais ceci n'est pas limité au phénomène de possession. On connaît des cas semblables. Par exemple, lorsque une personne quelconque est soumise à un événement exceptionnel, par exemple, une mère qui veut sauver son enfant et qui va être capable de soulever un poids que, en principe, on ne s'attendrait pas qu'elle puisse le faire. Si je puis me permettre juste de raconter, je vais pas raconter ma vie là, mais bon, j'ai eu à subir quand j'étais enfant. Faites-le bien même. J'ai eu à subir quand j'étais enfant plusieurs piqûres parce que j'ai été mordu par un chien dont on pensait qu'il avait la rage. Et en fait, examen fait, il ne l'avait pas. Mais enfin, ça m'a valu plusieurs dizaines de piqûres dans le ventre. Très douloureuses. Très douloureuse. Je m'en souviens encore. Et le sérum antirabique est très douloureux. Et j'avais 10 ans. Et je me souviens que pour me faire ces piqûres dans le ventre, il se mettait à 4 pour m'immobiliser sur une table alors que j'avais 10 ans. Déjà, je suis épais avec du plomb dans les poches, je dépasse pas les 60 kilos. Alors, vous imaginez à l'âge de 10 ans ce que je devais peser comme poids. Eh bien, il fallait 4 hommes pour me coller contre une table pour pouvoir faire cette piqûre. Donc, c'est vrai que dans des situations exceptionnelles, le corps peut avoir des ressources totalement insoupçonnées. Et c'est surtout lié
à une convergence instantanée des forces. C'est-à-dire que très souvent, on va développer des forces à différents endroits du corps d'une manière mal coordonnée, alors que lorsque l'émotion est particulièrement intense, l'urgence, la nécessité prennent la personne, elle est capable de contracter simultanément toutes les possibilités musculaires de son corps et à ce moment-là obtenir en effet des forces particulières, si vous voulez. J'ai connu même des patients qui, dans un moment de grande décharge émotionnelle, pouvaient être capables de démolir un objet qu'on aurait eu du mal à démolir avec une pince Monseigneur, si vous voulez, c'est-à-dire des choses extrêmement solides, et une faible femme devenait capable de détruire de ce cet genre objet. De choses. Oui, tout à fait. Mais enfin, ce qu'a vécu Yoni est quand même très impressionnant. Bien entendu, c'est pas pour disqualifier du tout ce témoignage, qui est tout à fait intéressant, bien entendu. Simplement, la mise en jeu de ce mélange, si vous voulez, entre une démarche spirituelle et une démarche de maîtrise du corps de l'autre a quelque chose d'un peu surprenant et qui pose quand même question. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une puissance spirituelle par rapport à laquelle un rite devrait être efficace, on ne voit pas pourquoi il y aurait nécessité de maintenir physiquement cette personne, si vous voulez. Pour qu'elle évite de détruire l'église, parce que visiblement, elle était bien partie pour. Non, je pense en plus qu'il y a pas mal d'impressionnabilité, y compris de la part des intervenants, si vous voulez. Comme lorsque les 4 hommes vous maintenaient à vous, étant enfant, pour vous faire l'injection antirabique, il est possible qu'ils étaient impressionnés par votre refus total de cette piqûre, si vous voulez. Donc il y a une sorte de, pas d'affolement, mais vous voyez, une sorte d'inquiétude, de crainte, de doute sur le bien fondé de leur action, comment on va faire du mal à cet enfant, etc., qui fait que ça nuit à leur coordination, à leur force, à leur capacité à maîtriser l'enfant. Il en va de même par rapport à quelqu'un qui se dit possédé, c'est-à-dire d'autant que les gens qui interviennent là sont tout à fait d'accord qu'il s'agit d'une possession, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un phénomène d'ordre psychopathologique. Nous, personnellement, en tant que psychiatre, je n'ai aucun moyen de trancher entre les deux. Je ne sais même pas d'ailleurs si une force spirituelle ne pourrait pas, après tout, prendre l'aspect d'un problème psychopathologique. Mais si vous voulez ma conviction intime, je pense que très souvent, on est quand même en présence de phénomènes d'ordre psychopathologique. Oui, qui nécessitent un traitement, une discussion et plutôt une discussion qu'un traitement. Une analyse, vraiment. Oui. Bernard Auriol, vous restez avec nous. Un SMS vient d'arriver et c'est vrai que c'est un des aspects de l'exorcisme ou des jeteurs de sorts auxquels je n'avais pas pensé, mais quelqu'un, un auditeur ou une auditrice vient de nous envoyer ce SMS. L'épopée vaudou, point d'interrogation, est-ce que c'est une légende et qu'est-ce que ça vaut finalement? Vous répondrez à cette question tout à l'heure lorsque nous aurons écouté le deuxième reportage, l'interview que j'ai réalisé cette semaine de Dominique Camus, qui est un ethnologue qui s'est intéressé à tous ces gens que l'on appelle les envoûteurs, les jeteurs de sorts, les leveurs de sorts, ceux qui désenvoûtent également. Vous allez écouter 2 cas qu'il va relater absolument passionnants, qu'il a suivi pas à pas, le premier pendant 3 ans au quotidien, le second pendant 2 ans au quotidien. Ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mon cœur, mon amour, c'était Anaïs sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons de l'exorcisme, des exorcistes et également des jeteurs de sorts, des désenvoûteurs. Vous allez découvrir une interview tout à fait étonnante que j'ai réalisée cette semaine de Dominique Camus. Dominique Camus qui est ethnologue, qui travaille donc à Rennes, en Bretagne, et qui depuis 30 ans étudie ces phénomènes au plus près. Donc vous allez découvrir cette interview et tout de suite après, nous en rediscuterons avec Bernard Auriol, qui est docteur en médecine, qui est psychiatre, qui est notre invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Évidemment, si vous voulez nous apporter votre témoignage, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous au 0826 300 300. Cyril est là pour recueillir vos questions, vos témoignages, vos remarques également, ou par SMS. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et vous envoyez le tout au 71 200 avec votre question, votre remarque et éventuellement votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dominique Camus, bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les jeteurs de sorts, les désenvoûteurs, les envoûteurs, sur les sorciers en règle générale. Vous avez écrit plus d'une dizaine de livres, 11 livres au total, dont 3 sont actuellement disponibles chez Dervy, qui s'intitule, c'est une trilogie, Enquête sur les hommes du don. Le premier a pour sous-titre Le don de vie, le second L'affrontement des forces et le troisième La maîtrise du destin. Juste une première question avant d'entrer dans le vif du sujet. La première trilogie que vous ayez écrite, qui était chez Flammarion, est-elle toujours disponible? Non. Ah, dommage. Bon, c'était Jeteurs de sorts et désenvoûteurs, la délivrance, le châtiment, la vengeance. Donc peut-être qu'on peut les trouver encore chez les bouquinistes éventuellement. Ou non. Il faut du courage. Bon. Non, c'est-à-dire que c'est toute modestie mise à part, c'est vrai que comme il y a très peu d'ouvrages, universitaires sur le sujet, oui, tout à fait. Les gens ne s'en défont pas. Quoi. Ça circule pas tellement. Ces circuits parallèles. Bon, il faudra songer à les faire rééditer, s'il vous plaît, Monsieur Camus. Alors, parlons donc du sujet qui nous intéresse ce soir. Vous avez poussé l'investigation jusqu'à, par exemple, devenir l'aide d'une désenvoûteuse. Vous avez plongé au cœur d'une affaire d'envoûtement. Bref, de plusieurs affaires d'envoûtement. Vous avez été vraiment au cœur même du sujet, tout en gardant évidemment la distance nécessaire à votre étude scientifique, parce que vous êtes ethnologue. On verra d'ailleurs un peu tout à l'heure. Je vous demanderai comment vous avez réussi, malgré que vous soyez en plein cœur de cette affaire, à garder quand même cette distance. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez un cas que vous avez enquêté. Par exemple, un cas durant lequel une femme, une infirmière, si j'ai bien compris, a demandé à un ensorceleur à l'aider à se venger. Ah ça, vous faites allusion au dernier tome de la trilogie qui vient juste de paraître, la maîtrise du destin. Ça c'est un exemple, disons, classique en quelque sorte, où on a effectivement la vengeance comme moteur d'une affaire de sorcellerie, qui est tout simplement l'un des 3 moteurs, les 2 autres étant les stratégies d'acquisition de patrimoine ou relationnel. Donc, dans le monde agricole notamment. Ou le monde des affaires, ou de l'industrie, ou de l'entreprise, et puis autrement des questions d'ordre sentimental. Voilà, c'est en gros les 3 grandes motivations qui vont ouvrir à des affaires de sorcellerie. Alors là, effectivement, on a une jeune femme qui est tout simplement délaissée par son amant et qui l'a mauvaise, et on peut comprendre, et qui ne veut pas tourner la page comme ça, qui décide de faire payer au sens propre son abandon, et qui décide de se venger. Simplement, entre des décisions et puis des actes, il y a un monde. Et ce monde, elle est obligée de faire intervenir une tierce personne pour réaliser ses desseins, dans la mesure où son ancien amant se montre manifestement assez réticent à ses charmes. Et donc, de fil en aiguille, il va se forger tout un univers de violence que va prendre à son compte le sorcier à qui elle va faire appel pour réaliser son dessein. Alors ça, c'est le début de l'affaire, si vous voulez. Mais comme les affaires de sorcellerie sont rarement rondement menées, en cours de route, c'est-à-dire au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, il peut y avoir des rebondissements. Et puis, entre la formulation d'un désir à un moment donné et puis sa réalisation le temps passant, il peut y avoir de nouvelles demandes qui se font jour, le désir évolue, et donc l'affaire devient plus complexe. Et donc, c'est l'intérêt de ce cas de figure que j'expose, qui résume bien ce qui peut se passer dans le domaine de la sorcellerie. Et en fait, les gens sont souvent pressés, une fois qu'ils ont franchi le pas, en fait, de vouloir s'en remettre à cette tierce personne, à savoir un sorcier, là, en l'occurrence, un jeteur de sorts, puisqu'il s'agit d'une vengeance, ils ont envie que ça aille assez vite. Or, le maître mot pour ce genre de personnage, c'est de prendre son temps. Il s'agit d'opérer à petits pas, à couvert, justement pour pas se faire découvrir. Donc, il y a un décalage entre la logique du client et puis la logique du sorcier. Bien souvent, les clients trouvent que les résultats se font attendre, justement. Mais alors, dites-moi, quel est le mode opératoire de ce jeteur de sorts, justement ?
Les modes opératoires sont assez divers d'une façon générale. D'abord, tout dépend des motivations, ça on le comprend. Et puis, tout dépend aussi, et ça c'est la grande dichotomie qu'il peut y avoir entre la ville et la campagne. En campagne, ou même dans les zones pavillonnaires, dans les zones périurbaines, le patrimoine des gens, c'est-à-dire les moyens d'attenter aux gens, sont beaucoup plus larges, beaucoup plus ouverts. En campagne, il y a les champs, il y a les animaux, les lieux de passage, une ferme, c'est tout un ensemble de bâtiments, c'est très large. Donc, des tas de facilités, des tas de possibilités de s'immiscer pour propager les sortilèges à la demande du client. En milieu urbain, il en va tout autre. C'est le milieu du travail ou le domaine familial. Donc, c'est un univers très clos. Et dans ce cas, on va avoir un peu une séparation entre les moyens d'agir. En milieu ouvert, eh bien, les sortilèges peuvent souvent transiter par l'intermédiaire d'objets qui seront déposés chez les personnes, par exemple chez les lieux de passage, les champs, etc. En milieu urbain, bien souvent, les modes opératoires font appel à ce qu'on appelle la transmission de pensée ou la télépathie. Des formes qui requièrent en général pas de manipulation d'objets et qui utilisent beaucoup la puissance aussi du verbe. Mais alors, dites-moi, comment s'est terminée cette affaire? Est-ce que cette jeune femme s'est finalement déclarée satisfaite par les services du jeteur de sorts qu'elle avait payé? En fait, c'est une affaire où il y a eu de multiples rebondissements, parce qu'elle a duré pas loin de 2 ans, cette affaire. Et alors, en plus, nous avons affaire à une jeune femme qui est assez impétueuse et qui, par moments, contrariait même les desseins de son opérateur. Et en fait, à la finale, ça montre bien comment le désir s'émousse et puis comment d'une demande initiale, eh bien, on arrive à une situation finale qui est légèrement différente, si vous voulez. En fait, cette jeune fille veut faire payer le prix de sa séparation au propre et au figuré, et bien sûr son amant ne reviendra pas convoler avec elle, quoique à un moment donné ça a bien failli se passer, mais elle va s'estimer vengée dans la mesure où du coup elle va trouver amour et refuge auprès d'un de ses amis. Donc en fait elle retrouve en fait ce qu'elle avait perdu, c'est-à-dire une sécurité sentimentale et relationnelle, et dans la mesure où elle se permet en fait de narguer ainsi son ancien partenaire en s'affichant, c'est-à-dire avec quelqu'un de très proche, et bien elle s'estime vengée. D'autant qu'en fait elle n'est pas non plus en perte au niveau économique, puisqu'elle retrouve à peu près un statut social similaire. Puisque là, elle convole avec un médecin, alors qu'avant, elle était avec un chirurgien. Non, mais il y a aussi cet aspect-là des choses qui, à un moment donné, devient important. Parlons d'une deuxième affaire. Après, on rentrera dans les mécanismes pour que l'ethnologue que vous êtes nous donne un petit peu la distance avec laquelle vous avez étudié ces plusieurs cas. Donc, vous avez participé aux côtés d'un désenvoûteur à une opération pour sauver un couple, cette fois-ci, qui avait plein de problèmes qui leur tombaient sur la tête. C'était invraisemblable. Cette affaire, donc, qui est celle qui est rapportée dans le don de vie, illustre bien la complexité des choses. Au début, on a affaire à ce qu'on pourrait tout simplement résumer comme une banale mésentente de couple. Le mari, en fait, devenant de plus en plus distancié, différent sur le plan sentimental, affectif et puis relationnel dans sa famille, eh bien, sa femme en fait va découvrir le poteau rose. En fait, cet homme a une maîtresse. Une situation franchement. Non, c'est malheureusement classique. Complètement. Simplement, alors, on imagine la situation de cette famille qui accepte mal les choses, de disputes, parce que donc ce monsieur demande le divorce et sa femme refuse. Elle ne sait pas pourquoi en fait. Elle s'est bloquée là-dessus et donc cette dame va devenir malade.
elle fera même une dépression nerveuse. Donc à tout le moins, ça paraît tout à fait logique et compréhensible que cette femme ait perdu le moral et donc l'appétit et le boire. Simplement, à un moment donné, il arrivera des phénomènes paranormaux, des déplacements d'objets, de meubles. Donc, ce qui pouvait être susceptible d'une lecture, somme toute, médicale, soit vu de la médecine générale ou soit vu du côté de la psychanalyse, pour expliquer eh bien, les choses, les phénomènes dont souffrait cette femme, eh bien, deviennent susceptibles d'un autre type de lecture lorsqu'il y a du coup des phénomènes paranormaux, donc qui affectent les objets, donc les choses inanimées, et qui prennent place en fait dans un discours englobant assez cohérent. Oui. Alors, ce discours, bien sûr, il devrait être validé. C'est pas parce qu'on a mal à la gorge qu'on a une angine. Eh bien, c'est pas parce qu'on a des tas de pépins comme ça qui peuvent sembler relever du paranormal, donc de la sorcellerie, que c'est pour autant le signe de sorcellerie. Il faudra bien à valider à un moment donné les faits, poser un diagnostic tout simplement. Et ça va être le premier acte du désenvoûteur. Bon, en l'occurrence, là, c'était une dame. Donc là, on voit bien la complexité de ce genre de phénomène, c'est-à-dire une affaire eh bien, qui peut être susceptible d'une lecture tout à fait rationnelle, cohérente, que tout le monde peut faire d'ailleurs, et puis qui s'échelonne comme ça pendant des mois, car avant que le diagnostic de sorcellerie soit posé, il y aura quasiment 2 ans qui se seront écoulés, pendant lesquels la santé de cette femme sera terriblement affectée, puisque je crois qu'elle aura perdu une 40aine de kilos d'ailleurs. Donc on a des gens vraiment au bout du rouleau, quand une affaire de sorcellerie se met en œuvre et que l'on voit eh bien qu'il faut évacuer toutes les autres explications jusque-là posées. Mais du coup, eh bien c'est accepter de se tourner vers l'inconnu. C'est quand même une voie oui, tout à fait. Dominique Camus, faisons une pause et vous allez nous expliquer, nous raconter dans quelques minutes comment est-ce que cette affaire s'est dénouée et ce qu'a fait cette désenvoûteuse, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. Cette désenvoûteuse, vous allez nous raconter ça par le détail. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je m'en vais, Kali, dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons d'exorcisme, de jeteurs de sorts, de désenvoûteurs. Voici la suite de cette interview passionnante de Dominique Camus, ethnologue. Dominique Camus, ethnologue, est en notre compagnie. Il a surtout étudié la sorcellerie du côté de la Bretagne, votre pays de résidence. Dominique Camus, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, et là, notamment d'une trilogie qui s'intitule Enquête sur les hommes du don, c'est aux éditions d'Hervy. Le tome 1, Le don de vie, le tome 2, L'affrontement des forces, et puis le tome 3, La maîtrise du destin. Nous en étions en train vous étiez en train de nous raconter un cas justement que vous rapportez dans un des tomes de cette trilogie, un couple, situation classique, l'homme a une maîtresse, la situation s'envenime, la femme tombe dans une sorte de dépression, une maladie, elle va jusqu'à perdre 40 kilos, tout ça dure 2 ans, donc on imagine que le couple est psychologiquement et physiquement au bout du rouleau, et là on se tourne vers la voie de l'inconnu, on fait appel à une femme désenvoûteuse. Qu'est-ce qu'elle... D'abord, le diagnostic de cette femme, cette désenvoûteuse, pour elle, c'est évident, il y a un envoûtement sur cette famille, ou sur cette femme. C'est évident à partir du moment où elle aura corroboré un diagnostic. D'accord. En fait, à un moment donné de l'affaire, donc sa future cliente, eh bien, va se coucher. Donc, faut savoir qu'elle a déjà une jambe dans le plat puisqu'elle a chuté d'un escalier en prétextant qu'elle a été poussée par une main invisible. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est en grande difficulté pour se mouvoir. Donc, elle est toute seule. On est au milieu de la nuit, donc elle se couche. Et là, son lit se met à bouger, à tressauter. Donc imaginez un peu la peur que peut éprouver cette dame. Donc elle essaye de se ruer hors de sa chambre pour sortir, et là la porte ne s'ouvre pas. Et donc en fait elle déclarera ensuite avoir passé la nuit comme une petite
fille dans sa penderie au pied du lit, et d'avoir entendu toute la nuit les chocs provoqués par le tressautement du et complètement du terrorisé, voilà. évidemment. Alors vous imaginez des heures passées comme ça. Au matin, bon, elle n'entend plus de bruit, donc elle sort, et là la porte de sa chambre s'ouvre, le lit a retrouvé sa place initiale, rien ne semble s'être déroulé dans cette pièce, seul atteste l'état de cette femme absolument terrorisée que quelque chose d'anormal s'est passé. Donc lorsqu'elle contactera quelques jours plus tard une des envoûteuses, elle va raconter tout ça, tous ses ennuis à cette femme. Celle-ci va dire ok, c'est très bien, mais il faut voir. Non pas parce qu'elle ne croit pas cette dame, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a des tas de pépins, de phénomènes même paranormaux qui se déroulent que ça relève de la sorcellerie. Qu'il y a un jeteur de sorts derrière. Voilà, la sorcellerie en fait, c'est l'usage d'une force, appelons-la magique, en fait, de procédés surnaturels par un être humain pour agir sur un autre être humain, à des fins très précises, très pragmatiques qu'on a rapportées tout à l'heure. Donc, à partir du moment où il y a sorcellerie, dans cet univers, on considère que les sorts peuvent être détectés. Donc, les gens qui ont la capacité de détecter ces maléfices ou ces ondes négatives, comme disent bien souvent les gens, ce sont les désenvoûteurs. Donc là, cette dame, à partir du moment où on lui a expliqué une affaire qui s'est déroulée dans un lieu précis, donc en l'occurrence une chambre, elle va donc y aller. Il y a à parier, en tout cas, qu'il y a trace de ces fameuses ondes négatives. Donc moi, j'assiste à l'opération, j'étais présent, et effectivement, à l'aide d'un pendule, puisqu'elle était également penduliste, radiesthésiste, elle va être amenée à détecter la trace de ces ondes et puis à remonter en fait leur cours jusqu'à découvrir en fait dans la literie de cette dame un certain nombre d'objets, de croix, de plumes, de couronnes de plumes, d'ailleurs dont certaines sont rapportées en photo dans un de mes ouvrages. Donc là, il y a des objets, donc des choses tangibles qui ont été placées à dessein. Des couronnes de plumes blanches reliées par des fils noirs, ça se fait pas tout seul. Non. Vous voyez. En règle générale, non. Voilà, là, donc, il y a quelque chose qui a été mis, une main maligne en tout cas, a fait un geste. Dans le discours de la sorcellerie, ce geste paraît cohérent pour rendre compte de phénomènes d'actes, en l'occurrence le tressautement. Donc du coup, il y a des diagnostics qui sera posé et la désenvoûteuse va prendre en charge le destin de cette femme. Mais elle aura effectivement pas mal d'ennuis, elle aura bien du mal à arriver à mener cette affaire à terme, puisqu'à un moment donné, elle se fera même aider d'un prêtre exorciste pour arriver elle-même à s'en sortir, puisqu'elle aura même été victime de l'attaque, en fait, du désenvoûteur, du jeteur de sorts. Oui. Et est-ce qu'elle finalement réussit à trouver ce jeteur de sorts? Il y aura évidemment une happy end. Évidemment, non, je devrais pas dire ça tout compte fait, parce que dans cette affaire, du moins. Oui, dans cette affaire, il y aura ça. Mais il arrive que des affaires de sorcellerie se soldent par des échecs, que les désenvoûteurs ne puissent pas mener à bien le processus de désenvoûtement. C'est d'ailleurs ce qui a failli arriver. Je fais allusion au fait qu'à un moment donné, elle s'est faite aider par un tiers, à savoir un exorciste. Alors, en fait, dans les affaires de désenvoûtement, à un moment donné, il faudra toujours identifier la personne qui est à l'origine. En médecine, on dirait l'agent pathogène, et un démonologue, bien sûr, chercherait le diable ou le démon à l'origine de la manifestation. Donc, il faut toujours trouver qui est à l'origine. Alors, là, en l'occurrence, l'affaire est assez complexe, parce qu'il apparaît que le mari est mouillé, si je puis dire, dans l'affaire, et que c'est pas seulement un marivolage, mais qu'il est lui-même manipulé en tout cas par sa maîtresse, qui est en fait pas une innocente jeune femme, mais qui apparaît être en tout cas instigatrice des opérations, qui apparaît être une sorcière, mais probablement par des complices. En l'occurrence, il pourrait y avoir la sœur de cette femme et un tiers qui était un des associés de ce mari, parce qu'il était chef d'entreprise, mais on n'arrive pas trop à savoir exactement son rôle. Est-ce qu'il était lui-même pourvu de force magique, ou est-ce qu'il participait sans s'en rendre compte aux opérations des deux femmes? Ça, on ne sait pas aujourd'hui. En tout cas, il était
mêler puisqu'il y aura un retour des sorts à un moment donné à son encontre. Il sera victime d'un incendie. Donc ça aussi, ça montre bien la complexité de l'affaire. Identifier l'agresseur n'est pas toujours chose aisée et parfois ils peuvent être nombreux. Alors dites-moi, Dominique Camus, parce que là, il va falloir poser la question. Est-ce que la sorcellerie était ou est encore une manière de mettre un nom sur des problèmes que les personnes ne peuvent pas comprendre ou analyser? Voilà, vous avez tout à fait résumé et quasiment donné une bonne définition de la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, c'est pas une vue de l'esprit. Les gens ne se réveillent pas comme ça le matin en disant « Ah, ça y est, zut, j'ai compris ce qui ne va pas, je suis envoûté ». Non. Si on doit faire court, on va dire que la sorcellerie commence là où se situe l'échec de tous les recours autorisés dans notre société pour mettre un mot, M-O-T, à des mots, M-A-U-X, et trouver des explications et puis y remédier. Alors, ça vaut aussi bien pour la santé des humains ou des bêtes. Si ça se déroule en milieu rural, des problèmes concernant la pousse des plantes, les germinations, etc. On a fait allusion tout à l'heure au fait qu'il pouvait y avoir des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire que les choses inanimées sont également affectées. C'est-à-dire les machines vont se détraquer, vont se casser, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a problème dans notre société, on fait appel aux dépositaires du savoir, autorisés à y remédier. Le médecin, toute la chaîne des spécialistes, bien évidemment, y compris les psychiatres et psychanalystes, les réparateurs, les ingénieurs, vous voyez, simplement, tous ces personnages sont incompétents pour expliquer l'origine des phénomènes, des troubles, et puis y mettre fin. Mais la question quand même reste, c'est que est-ce que un sorcier, un envoûteur, un désenvoûteur a une réelle action physique, j'entends, parce que là, bon, c'est un procédé, une force magique, appelons ça comme on veut, mais le but, c'est d'avoir une action physique sur la cible, entre guillemets. Alors, on est d'accord. Donc, à partir du moment où ces gens sont en situation d'échec, parce que tous les dépositaires du savoir ont eux-mêmes échoué, bon, il n'y a pas 36 solutions. Soit on reste les bras croisés, et puis, puis là, on va droit dans le mur, c'est clair, ou eh bien, on essaye de trouver un autre moyen, puisqu'il paraît qu'il y a une dernière voie, un ultime recours possible, à savoir celui de la sorcellerie. Donc, le sorcier, c'est l'envoûteur ou le désenvoûteur, donc c'est la seule pratique qui comporte deux aspects dans le domaine du magique qui est réversible. Donc, on fait intervenir un tiers pour mettre fin à la situation. C'est là où le travail scientifique commence. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir quelle est la situation de ces gens-là avant que ce tiers intervienne. Et puis, alors évidemment, je suis curieux de savoir ce que va faire ce tiers, pour arriver à la phase finale d'appréciation des résultats. D'abord, est-ce qu'il y a des résultats? D'une part. Si oui, comment sont-ils interprétés et par qui, dans quel contexte? Et là, on s'aperçoit toujours, eh bien, qu'il y a des résultats, que la situation a été modifiée après l'intervention de ce tiers. Donc, c'est pas rien. Forcément, cette personne, il l'est pour quelque chose. Oui, mais ça, c'est normal, je dirais. En tout cas, de voir des clients. Oui. Non, mais voilà, ça, c'est important. C'est une relation duel. À partir du moment où les clients s'estiment satisfaits ou éventuellement insatisfaits, ça peut arriver, qu'ils expliquent pourquoi et que la relation de confiance n'est pas rompue avec leur intervenant, là on peut dire qu'il y a effectivement une situation, une pratique sociale qui fonctionne, qui amène à des résultats, puisque elle perdure. La sorcellerie, ça date pas d'aujourd'hui, donc on peut quand même supposer que les êtres humains, même si on n'est pas toujours prêt à leur faire confiance, sont quand même pas suffisamment sots et stupides pour faire perdurer des pratiques pendant des siècles ou des millénaires si elles n'ont pas un quelconque intérêt. Et puis surtout, il y a la possibilité d'évaluation. C'est ça qui est important. Il y aurait des pratiques sur lesquelles il n'y aurait que des discours, où il n'y a pas d'évaluation possible. Là, on pourrait effectivement avoir un doute, en tout cas, ou envisager les choses de façon différente. Là, il y a toujours une évaluation possible de la part du client, qui est faite, bien sûr, conjointement avec l'intervenant, le spécialiste, on va dire, l'envoûteur ou le désenvoûteur, ou l'exorciste, Tout à fait. Alors, il est clair que le désenvoûteur, ou même l'envoûteur, doit forcément, à un moment donné, amener
à faire imaginer à son client que les actes qui se passent, que la modification de la situation qu'il vit est de son fait, on est d'accord. Mais il faut bien, à un moment donné aussi, que ce client l'accepte comme tel. Or, il peut aussi refuser. C'est un peu facile de dire, eh bien, ces gens-là, parce que c'est généralement ce qu'on entend, ou on l'entend très souvent, amènent simplement à la manipulation de personnes. Quand même, les gens ne sont pas non plus dénués d'esprit critique. Tout à fait. Mais quand on fait appel à un désenvoûteur ou à un sorcier ou un exorciste, c'est que on est en situation de crise, donc également fragile psychologiquement, non ? Tout à fait. Donc peut-être pas amené à apporter un jugement tout à fait lucide, voilà. Quant au résultat, j'entends. Tout à fait. D'où l'intérêt que je portais, moi, à être toujours présent auprès des sorciers, de leurs clients, et de suivre les affaires au quotidien. Par exemple, les deux affaires qu'on vient de rapporter, par exemple, le cas de cette femme, l'affaire a duré quasiment 3 ans, donc j'étais quotidiennement présent. Justement parce que je voulais voir aussi le cadre dans lequel l'évaluation des résultats est obtenue. Ceci dit, c'est vrai que les choses ne sont pas statiques pendant toute cette période, même si on est bien d'accord, il s'agit effectivement d'une période très dramatique, voire douloureuse parfois. Bien sûr. Mais une des choses que doit faire en premier lieu un sorcier vis-à-vis de son client, c'est de lui redonner courage, de le redoper, au propre comme au figuré d'ailleurs, d'où parfois l'usage même de plantes, etc., pour requinquer la santé de ces gens-là. Donc, de faire en sorte que ces gens-là puissent déjà éprouver en eux-mêmes un mieux-être. Un client d'un désenvoûteur, il sait quelle était la situation initiale avant que tout dégénère, que sa vie devienne impossible. Ce qu'il veut, lui, c'est retrouver une situation qui est à peu près similaire à la finale. Donc, de deux choses l'une, dire où cette situation sera à peu près atteinte, et dans ce cas, il pourra effectivement admettre et le faire savoir aussi que c'est grâce à ce tiers qui est intervenu, où effectivement la situation ne pourra pas être obtenue parce que ce tiers aura échoué, non pas forcément parce qu'il n'a pas la capacité, mais parce que l'autre, le jeteur de sorts, sera pourvu d'une force magique supérieure à la sienne. Donc, en fait, les sorciers peuvent très bien échouer dans leurs œuvres sans que la confiance soit rompue, soit ébranlée. De même, je veux dire, dans le milieu médical, un médecin peut très bien passer à côté d'un bon diagnostic. C'est pas pour autant qu'on va forcément rejeter la capacité de diagnostic du médecin. Néanmoins, eh bien, il faut qu'il y ait une explication très plausible. Et puis, à terme, de toute façon, un sorcier ne peut pas n'avoir que des échecs, parce que là, il y aurait quand même doute sur ses véritables facultés. Ah, complètement. Mais dites-moi, ça doit coûter, parce que là, pour les différentes affaires que vous avez suivies au quotidien, pendant plusieurs années, ça a coûté combien à la personne qui est venue pour se faire désenvoûter? Alors, ou pour la jeune femme qui a demandé à ce que... Autant j'ai pu suivre les affaires d'un bout à l'autre et voir toutes les différentes étapes réalisées par les uns et par les autres, autant la question monétaire est la seule question sur laquelle j'ai des informations qui ne sont pas totales. Je l'ai dit clairement. En fait, pour deux raisons. D'abord, le fisc voit assez peu la couleur de l'argent sorcier. Donc, je m'en doute un peu. Motus. Et puis, comme les clients ont toujours peur d'avoir, en fait, de prendre la casquette du pigeon un jour de chasse, eh bien, ils sont plutôt enclins à la discrétion. Par ailleurs, c'est vrai la règle veut qu'un sorcier ne puisse pas à l'avance dire combien il va en coûter, parce que tout dépend d'abord de ce qu'il va trouver, de la dangerosité de l'affaire, du temps qu'il va passer. Donc il ne peut pas dire à l'avance. En fait, la sorcellerie fonctionne sur le mode de la compte renouvelable sur simple exigence. Néanmoins, moi j'ai vu passer des sommes d'argent. Alors là, on va parler en francs puisque c'était une affaire qui s'est déroulée à l'époque où l'euro était encore dans les limbes. Eh bien, moi j'ai jamais vu d'affaire de sorcellerie
se dérouler à moins de 5 millions d'anciens francs. Ça, oui, quand même. Ah oui. Donc on peut être sorcier à plein temps, quoi. Ah ben tout à fait. Par contre, depuis que je travaille sur le sujet, donc depuis à peu près une trentaine d'années maintenant, j'ai vu, je pense, une bonne vingtaine d'affaires où le million de francs dépassait. Oui. Ah oui, quand même. Oui. Vous l'avez dit, j'habite la Bretagne, donc j'habite Rennes. Oui. Je connais 2-3 familles qui ont dû vendre des appartements pour payer leur... Mais là, donc, franchement... des appartements anciens du 17e. Oui. Est-ce qu'on ne frôle pas l'escroquerie pure et simple, là, franchement? Seuls les clients peuvent le dire. Vous savez, il y a des affaires qui peuvent être absolument dramatiques. S'ils n'ont pas toute leur lucidité, comment peuvent-ils avoir un jugement lucide, justement? Oui, non, on est d'accord. Hein, mais bon, vous me posez une question concernant le coût de la sorcellerie. Ça participe de l'éthique aussi, si évidemment. Si je devais être lapidaire, je dirais à petit prix, petit résultat. C'est très clair. Ouais. La sorcellerie est un univers où il y a un flux monétaire qui est très important. Et un sorcier vit bien mieux qu'un ethnologue. Vous pouvez ça, j'imagine. Mais j'ai l'impression que on parle comme si on parlait d'une consultation en psychothérapie où le fait de payer, de donner de l'argent fait partie du geste thérapique. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre les deux? Alors, je ne sais pas s'il y a un parallèle, mais ils ont intégré le système. C'est très clair. Clairement, oui, ça, ça, il n'y a pas de souci. Ça ne m'aura pas échappé, ce qui va les différencier, c'est qu'ils n'ont pas peur des questions de transfert. Qu'ils se mettent carrément à la place de leurs clients. C'est eux qui vont monter en première ligne. Oui. C'est ça la différence aussi avec le psychothérapeute. D'accord. Mais cela dit, l'exorciste, je dirais, estampillé par l'Église romaine, ne prend rien. Alors on est dans un autre registre. En fait, un sorcier, c'est un prestataire de service, tout compte fait. C'est une profession libérale. Sauf qu'il se déclare pas, très peu se déclarent. En tant que sorcier, j'imagine. Voilà. C'est des gens qui moyennant finance, proclament leur faculté de faire évoluer des situations à la demande de leurs clients. Donc ça se paye. L'exorcisme en tant que tel, ça c'est autre chose. On est dans un autre registre. On est d'abord dans le registre du religieux, non plus du laïque comme est la sorcellerie. Et il est clair que dans la mesure où il s'agit d'une charge déléguée par des évêques à des prêtres, il est en aucun cas question de rétribution. En tout cas, pour les membres du clergé de l'Église catholique romaine. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres prêtres exorcistes. Oui, tout à fait. Qui appartiennent à d'autres églises, plus ou moins reconnues d'ailleurs. La situation est assez compliquée pour les gens qui ne sont pas au courant. Oui, complètement. Mais alors, à titre de conclusion, Dominique Camus, à vous entendre, on a l'impression c'est l'ethnologue qui parle bien entendu, que la sorcellerie, l'envoûtement, jeter le mauvais sort, etc., peut avoir de vrais résultats. C'est inquiétant comme conclusion, non, si j'ai bien compris? Il faut pas non plus jouer à se faire peur. La route tue plus sûrement, vous savez. La sorcellerie est une réalité, c'est clair. Ça d'accord. Une réalité parce qu'il y a des acteurs sociaux, donc des clients, des intervenants, qu'il y a un cadre d'évaluation de résultats et des résultats qui sont proclamés. Voilà. Donc il y a une réalité. Par ailleurs, on y faisait tout à l'heure allusion en disant qu'il ne faut surtout pas imaginer que la sorcellerie se limite simplement à des discours. Il y a des objets qui sont découverts. Comme cette couronne de plumes dont vous avez parlé dans le lit de cette femme. C'est ça. Moi, j'ai découvert maintes fois, par exemple, des poupées d'envoûtement. Et bien souvent, ces objets sont découverts des mois, voire même des années après que l'affaire est terminée. Vous voyez, donc c'est pas des choses qui ont été dissimulées à dessein par les acteurs pour d'un seul coup, en pleine en dramaturgie, les exhiber en disant voyez, regardez. Non, bien sûr que non. Ça serait évidemment trop simple si ça se déroulait comme ça. Alors que nous soyons vis-à-vis d'une pratique sociale qui nous déstabilise, c'est clair. Elle nous déstabilise dans la mesure où
explication mécaniste fonctionnant sur le mode de la causalité rationnelle scientifique, eh bien, ne fonctionne pas toujours de façon correcte ou cohérente pour expliquer pourquoi telle chose a entraîné tel fait. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faille pas regarder les faits. Et puis après, reste à imaginer éventuellement par quel truchement ils ont été menés. Mais en tout cas, il y a des pratiques, quand on regarde justement ce que font les sorciers, c'est pour ça que je voulais être auprès d'eux, eh bien, ceux-ci ne font pas n'importe quoi. Ils opèrent, ils ont tout un tas de... En fait, ils ont des rituels précis, voilà, des objets... Des rituels très précis qui sont supposés amener toujours les mêmes résultats pour qu'ils soient faits toujours dans un cadre précis, etc. Donc ils suivent des protocoles opérationnels très très rigoureux qui ne dépendent pas d'eux et dont a priori les preuves sont postulées à l'avance. Donc voilà, il ne faut pas n'importe quoi. Disons, il y a un savoir. Alors reste à imaginer si on accepte ou non ce que ces gens vont nous dire quant aux raisons d'être de leurs faits et gestes. Très voilà, bien. Ça c'est autre chose. Ouais. Merci en tout cas Dominique Camus de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle la trilogie qui est publiée actuellement, que vous avez écrite, donc qui est publiée chez Dervy, aux éditions Dervy. Le titre de cette trilogie est Enquête sur les hommes du don. Le tome 1 c'est le don de vie, le tome 2 l'affrontement des forces et le tome 3 la maîtrise du destin. Merci beaucoup Dominique Camus et à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange. Merci à vous. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Bernard Auriol, vous avez écouté attentivement cette interview avec Dominique Camus. Certes. Et alors, je pense qu'il ne m'en voudra pas de cette plaisanterie tout à fait anodine, mais moi je vais arrêter l'animation radio, le journalisme, tout ça c'est fini. Je vais m'installer sorcier, parce que j'avoue qu'à 5 millions de francs anciens, le moindre acte magique où ça peut monter jusqu'à 1 million de francs, c'est-à-dire 100 briques pour parler de manière triviale, j'avoue, c'est là, enfin... Il me semble que là, on est dans le monde de l'escroquerie, me semble-t-il. Et donc voilà, je pense, oui, vous avez tout à fait raison. Ces excès d'honoraires exigés par des marabouts ou des sorciers me paraissent tout à fait choquants, en fait. Bien sûr, c'est vrai, je dois apporter un petit peu d'eau au moulin de Dominique Camus. C'est que effectivement, si on investit dans quoi que ce soit, en fait, on donne de l'énergie à cette chose-là. Mais on lui donne une énergie qui, en réalité, par ce procédé objectif de donner de l'argent, c'est une énergie subjective. De la même façon que, si vous voulez, on peut comparer cela avec ce qu'on a appelé, que tout le monde connaît, l'effet placebo en médecine. Si un médecin donne un médicament qui ne contient rien du tout, du fait que ce médecin croit que ce médicament est efficace, du fait que le patient croit que ce médicament est efficace, eh bien ce médicament va guérir des maladies ou même donner des effets secondaires. Il va avoir un effet placebo et un effet nocebo. Et bien de la même façon, je pense que des interventions rituelles vont, surtout si elles sont chères, vont donner à la victime, on va dire, de l'ensorcellement et à la victime du désensorceleur, aussi bien que de l'ensorceleur, à la victime tout court, vont lui donner une forme d'énergie particulière, soit pour se nuire à soi-même, soit au contraire pour se libérer des choses qui pourraient lui être nuisibles. Si cette personne se nuit à elle-même, elle va devenir malade, elle va faire des erreurs dans sa gestion, elle va elle va se ruiner, elle va déjà donner trop d'argent aux désensorceleurs, par exemple, etc. Enfin, je veux dire que, y compris pour l'élevage du bétail, pour toutes sortes de choses, l'action de la personne qui se plaint, qui est victime, cette action-là n'est pas complètement désolidarisée de la personnalité même de cette victime. Mais dites-moi, est-ce que la sorcellerie, tous ces rituels qu'ils mettent en place pour envoûter ou désenvoûter, ça n'est pas tout simplement de la manipulation mentale ou de la psychothérapie qui date du Moyen-Âge en fait ?
C'est-à-dire le mot manipulation mentale, c'est en même temps un jugement très sévère sur ceux qui la pratiquent. Oui. Donc là, il se peut qu'il y ait des sorciers qui croient à ce qu'ils font. Bien sûr. J'espère que ce qu'ils font de la sorcellerie positive, des guérisseurs. Ouais. Il y a des sorciers qui peut-être abusent de leur renommée, qui à ce moment-là en profitent pour accumuler des sommes dont vous parliez. Mais est-ce que c'est uniquement la manipulation? Par conséquent, non. Dans ce cas-là, on peut dire que il y a une part certainement d'illusion. Oui. Il y a une part également qu'il est difficile de ramener à l'illusion, mais qui est en tout cas proche de ce qu'on connaît en hypnose, par exemple, ou en suggestopédie, c'est-à-dire de l'autosuggestion. Oui, de l'auto, c'est pas auto d'ailleurs, puisqu'ils sont plusieurs, il y a plusieurs intervenants. Le rituel en soi-même est une suggestion, l'exorcisme est une suggestion, l'idée que la sorcellerie intervienne dans un cas particulier constitue une suggestion, c'est-à-dire qu'on peut alimenter cette croyance par différents signes qu'on va interpréter du côté de ce qu'on en craint ou de ce qu'on espère. Par exemple, une personne qui se dit victime d'un mauvais sort va voir un désenvoûteur qui lui fait un rituel particulier et qui lui dit voilà, bon, ça va vous coûter très très cher, donc elle paye très cher et il lui dit voilà, grâce à ce rituel que je viens de faire sur vous, vous êtes maintenant inattaquable. Si la personne qui la cliente ou le client y croit, forcément, quand il va sortir de chez ce sorcier ou de chez ce désenvoûteur, il va marcher sur un petit nuage. Je résume évidemment volontairement, je caricature, mais il va se dire « je suis inattaquable » et forcément, il ne lui arrivera rien. Voilà, enfin, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais bien sûr, on ne peut pas dire qu'il lui arrivera rien, parce qu'il peut quand même être victime d'un accident de voiture ou de quoi que ce soit. Mais il sentira que tout lui est ouvert, que tout lui est possible, qu'il peut, peut-être s'il est timide, faire des choses qu'il n'aurait pas osé penser faire avant, etc. Voyez. Et il mettra tout ça sur le compte du rituel qu'il a vécu, alors que tout vient de lui, tout simplement. Tout vient de lui, c'est vrai, mais il a pris le biais de ce rituel pour se le permettre. Oui, tout à fait. Vous restez avec nous, Bernard Auriol, une dernière pause et on se retrouve tout de suite après avec quelques SMS qui sont arrivés. Sud, un espace, vous envoyez votre question, votre réaction, vous envoyez le tout au 71 200, je serai votre porte-voix ou encore il vous reste quelques minutes pour rappeler notre standard, le 0826 300 300. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Da Silva, l'indécision dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Bernard Auriol. Revenons, si vous le voulez bien, aux exorcismes. Est-ce que vous avez réussi à compiler quelques cas d'exorcisme que vous pouvez nous raconter? Par exemple, le cas de l'exorcisme auquel vous avez assisté, c'était en quelle année ça? Alors, je ne saurais pas vous dire quand c'était, il y a un bon moment. Il y a plus de 10 ans en tout cas, largement plus de 10 ans. Disons que cet exorcisme était je dirais pas paranormal, mais il était paracanonique dans ce sens que le curé n'était pas l'exorciste officiel du diocèse de Carcassonne dans lequel ça se déroulait, mais avait obtenu de son évêque l'autorisation d'utiliser une forme d'exorcisme. Et donc, nous avons pu assister à cet exorcisme. Qu'est-ce que je pourrais en dire que ce garçon que j'ai pu interviewer, qui était évidemment à la fois au niveau psychologique et social dans des conditions extrêmement difficiles avec son épouse, était quelqu'un qui a manifesté des mouvements, des cris, qui a dit tout ce qu'on pouvait, qui a fait tout ce qu'on pouvait faire ou dire quand on est censé être possédé du démon. Maintenant, quelle était la nature de ce démon, je serais très en difficulté pour le dire, dans la mesure où j'ai quand même eu l'impression qu'on était très proche de ce qu'on aurait pu observer si on avait simplement demandé à ce garçon de respirer très fortement, très rapidement et très longtemps. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de rebirth ou d'hyperpnée tout simplement, qui produisent une libération de tensions émotionnelles et simplement dans un contexte particulier. Ça se passait dans une église, le prêtre disait des prières et l'exorcisé réagissait à ce qu'il pensait être l'action du prêtre.
Et est-ce que ça lui a été bénéfique? Parce que finalement, c'est ça la question. Je ne suis pas persuadé que ça a été d'une efficacité bien claire, disons. Sinon, peut-être qu'il se plaignait moins d'être possédé du démon, mais je ne pense pas que ce garçon avait récupéré, si vous voulez, une situation à la fois psychologique et sociologique satisfaisante. Disons qu'une psychothérapie lui aurait été peut-être plus bénéfique. Je pense, oui, franchement, je pense. Maintenant, une psychothérapie, on ne peut en bénéficier que si on la demande, si elle est... c'est un contrat entre la personne qui demande la psychothérapie et le psychothérapeute, et là il demandait un exorcisme, il ne demandait pas une psychothérapie. Donc la demande était différente et le curé a répondu à cette demande. Pour rester dans le domaine qui est le vôtre, vous êtes psychiatre et vous avez eu affaire, on en parlait pendant le disque dernièrement, à des personnes qui souffrent de personnalités multiples. Alors de quoi s'agit-il? Parce que ça aussi, ça peut rentrer des gens qui souffrent de ça, des personnes qui souffrent de ça ou des personnes extérieures qui constatent ce phénomène peuvent se dire, voilà, il est possédé alors que pas du tout. C'est une maladie entre guillemets qui est reconnue. Oui, le phénomène des personnalités multiples a été décrit. Il concerne plusieurs centaines de personnes dans la littérature mondiale, donc c'est un fait bien attesté. Déjà en France, des gens comme Pierre Janet avaient décrit des phénomènes de personnalité multiples. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que quelqu'un qui est Pierre à un moment, l'instant d'après, il est, je dirais Paul ou Louis après tout. Et donc, il se reconnaît une autre personnalité. Il est vrai que chacun d'entre nous, au cours de notre évolution, nous avons eu tour à tour différentes identifications. Nous nous sommes, si vous voulez, constitués en essayant d'être comme papa, comme maman, comme l'oncle, etc. Et d'ailleurs, dans nos jeux d'enfants, nous pouvions être tantôt le voleur, tantôt le gendarme, tantôt... Oui, tout à fait, etc. Donc, le fait de s'identifier à des personnages variés est un fait banal, qui, dans le rêve, est extrêmement fréquent également. Mais là, ces personnes le sont vraiment pendant un laps de temps plus ou moins long. Voilà, disons que ces personnes, tour à tour, se prétendent complètement Pierre ou complètement Paul. Donc, et d'ailleurs, ce qui arrive à Pierre, quelquefois, Paul l'a oublié ou inversement. Ils ne se souviennent pas de ces différentes personnalités qu'ils ont incarnées. Tout à fait. On cite des cas assez bizarres, par exemple, d'une jeune femme qui... par moment, qui avait plusieurs personnalités, et dans une de ces personnalités, elle était très délurée et très ouverte à toute forme de contact sexuel. À d'autres moments, au contraire, elle était très digne et refusant tout à fait ce genre de contact. Et elle a eu des relations physiques avec un monsieur qu'elle a par suite accusé de viol. Sous un nom, elle a été consentante pour avoir des relations, et sous un autre nom, elle était violée. Donc le tribunal était très en difficulté pour juger ce cas. Oui, en fait, ils avaient deux personnes en face d'eux au lieu d'une, quoi. Voilà. Ou deux personnes dans une. Alors, c'est plutôt amusant, mais je crois que le fait est avéré. Un psychiatre a été condamné pour avoir demandé des honoraires exorbitants, un peu comme les exorcistes dont vous parliez, à quelqu'un qui se plaignait de personnalités multiples. Et alors, quand on lui a dit, mais enfin, vous avez demandé des honoraires quand même trop élevés. Alors, ce psychiatre a dit, ah oui, mais c'était une thérapie de groupe. Il soignait plusieurs personnes en même temps. Exactement. Excellent. Mais il a été condamné, rassurez-moi. Il a été condamné. Oui. Ça rassure quand même. Ah oui, effectivement. Et alors, dites-moi, Bernard Auriol, ceux et celles qui nous écoutent connaissent peut-être dans leur entourage quelqu'un qui se dit victime soit d'un mauvais sort ou peut-être possédé. Qu'est-ce que vous leur conseillez comme démarche? Je pense que, évidemment, actuellement, par exemple, dans le cadre de l'Église catholique, l'exorcisme est géré d'une manière sans doute assez raisonnable, et les commissions de laïcs ou de prêtres qui s'en occupent sont tout à fait aptes à orienter la personne vers, par exemple, une thérapie. Si la conviction de cette personne est tellement forte qu'il n'est pas question pour elle d'aller dès le premier moment vers un thérapeute. Maintenant, d'une manière générale,
Mais est-ce qu'ils vont pas se faire jeter? Est-ce qu'ils ne, justement, c'est peut-être ceux qu'ils craignent, ceux qui s'estiment peut-être possédés comme ça, ont peut-être peur d'aller frapper à la porte de l'évêché en disant voilà, je voudrais rencontrer le prêtre exorciste. Ils ont plus encore peur d'être jetés par le psychiatre, au sens où le psychiatre les considérerait immédiatement comme délirants ou comme victimes de charlatans, etc. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose de consulter un psychothérapeute ou un psychanalyste ou un psychiatre et de confier les difficultés qu'on a. Il n'y a pas de raison. Bien sûr, si on rencontre un jugement péremptoire, sévère et destructeur, on peut s'adresser à quelqu'un d'autre. Oui. Mais de toute façon, on ne prend pas grand risque à aller consulter. Donc même si on accorde crédit à l'idée de possession au sens métaphysique, je ne vois pas en quoi ça serait nuisible de consulter un thérapeute, d'essayer d'en parler avec lui et d'avoir au besoin un recours à l'évêché si c'est nécessaire, si on considère que c'est nécessaire. Oui, mais il faut que ce soit la personne elle-même qui fasse la démarche. Ça ne peut pas être un proche, un ami, un parent qui le fasse. Ça arrive évidemment que les proches disent cette personne est possédée, on va la faire exorciser. Mais alors là, on se trouve dans de très mauvaises conditions de tout point de vue, parce que on retrouve la situation d'autrefois de l'hôpital psychiatrique où on traitait les gens malgré eux. Actuellement, on s'est beaucoup éloigné de ça, sauf dans quelques cas extrêmes. Et donc, je pense que ce n'est pas très sain d'opérer ainsi. C'est plus intéressant à ce moment-là de faire appel, par exemple, à un thérapeute de groupe et que toute la famille, y compris la personne entre guillemets possédée, ait un contact avec un spécialiste capable de gérer des phénomènes de groupe. Oui, ça peut être un biais pour amener tout doucement la personne à consulter, finalement. Oui, en fait, tout doucement, pas tout doucement, c'est-à-dire dire que ça serait bien de consulter. De toute façon, il n'y a aucune honte à discuter des événements qu'on subit, qu'ils soient d'ordre pathologique aussi, qu'ils soient d'ordre spirituel, peu importe, on peut en parler en tout cas. Et alors, il y a pas mal d'escrocs dans ce domaine, évidemment, qui proposent des exorcismes à des tarifs défiant toutes les lois de la concurrence, mais vers le haut, j'entends, notamment une personne qui m'a appelé en me disant, voilà, je suis ennuyé car je vais devoir m'endetter. J'ai rencontré un exorciste qui est évêque et qui m'a demandé 3 000 € pour un premier exorcisme. Qu'en pensez-vous ? Oui, d'abord, je pense que l'exorcisme dans le cadre religieux devrait laisser le patient, si je puis dire, ou en tout cas le possédé, donner une somme s'il le souhaite, mais en tout cas ne pas lui dire quelle somme il doit donner. Ça, c'est une première chose qui me paraît évidente. Donc dès qu'on demande de l'argent, méfiance. Ah oui, mais je pense pas méfiance, je pense qu'il faut s'en aller, c'est pas normal. Oui. Disons que s'il s'agit d'un cadre spirituel, s'il s'agit d'un guérisseur, s'il s'agit de quelqu'un qui a des interventions y compris spirituelles et qui demande de l'argent, peut-être, pourquoi pas, mais que les tarifs soient annoncés, que la discussion des honoraires se passe d'abord et une fois pour toutes, qu'il n'y ait pas on va voir, et puis mais c'est plus difficile que je pensais, etc. Ça me paraît la voie ouverte à toutes sortes de dérives. Oui. Et le fait qu'il se présente comme un évêque. Vous savez, le fait d'être évêque, ça veut dire que notre évêque vous a consacré évêque, et comme il y a eu des évêques, toutes sortes d'évêques, toutes sortes de dissidences. Ah bon, d'accord. Oui, donc il peut y avoir différents évêques qui sont vraiment évêques, si vous voulez, y compris du point de vue de la théologie catholique, et qui sont cependant tout à fait en marge des courants ecclésiastiques ou ecclésiologiques habituels. Ouais. Et après tout... moi, je n'ai rien contre les mouvements dissidents, pourvu qu'ils ne s'appellent pas le temple solaire et qu'ils n'amènent pas les gens au suicide, mais ou qu'ils ne pompent pas un argent extraordinaire à des personnes qui s'adressent à eux. S'il est évêque, il est empreint de la charité du Christ et donc, a priori, il ne demande rien.
il donne ses services et si on lui donne quelque chose, il dit merci. Oui, voilà. Ça donc déjà c'est la base. Ça aide à faire la différence entre les escrocs, les charlatans et ceux qui veulent vraiment se mettre au service de l'autre et l'aider finalement. Oui. En parlant d'escroquerie, on vient de recevoir un SMS qui a été envoyé par une auditrice qui s'appelle Monique de Nîmes, qui nous demande ceci: faut-il croire aux médiums? Là on sort un peu du cadre, mais enfin on reste dans le cadre de l'escroquerie et du charlatanisme. Faut-il croire aux médiums, voyants, astrologues, qui travaillent par courrier, évidemment, et qui sont hors de France? Alors, le fait qu'ils soient hors de France ou en France, à mon avis, n'est pas tout à fait déterminant. Mais le fait que ce soit hors de France, évidemment, c'est un peu plus inquiétant parce que on n'a aucun moyen... Il ne dépend pas des lois françaises. Voilà, on n'a aucun moyen de se retourner contre cette personne. Mais évidemment, tout ce qui est par correspondance, par Internet, etc., dans ce domaine... me paraît quand même sujet à discussion et à méfiance. Par exemple, il y avait à un moment donné, on avait parlé de Divinitel ou de choses comme ça, des firmes qui proposaient sur Internet leurs services de voyance. Lecture dans les runes, dans les tarots, etc. Oui. Toutes ces choses-là. Donc le fait que ce soit par correspondance n'ajoute rien de très bon. À quelque chose qui déjà est un peu difficile. Et un peu nauséabond, carrément, osons le dire. Oui, voilà. Dès qu'on demande le numéro de la carte bleue, faut se méfier. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Bernard Auriol, docteur, de nous avoir accompagnés durant ces 2 heures. Et puis, je vous rappelle que notre répondeur reste à votre disposition. Si vous vous sentez en difficulté, si vous pensez avoir vécu quelque chose qui vous pose problème dans le domaine du paranormal, n'hésitez pas à nous contacter. Notre répondeur est à votre disposition, 0826 300 300 tout au long de la semaine, 24 heures sur 24. Vous nous laissez votre message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Nous en prendrons connaissance. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons dès que possible. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene di forza. En ce qui concerne le message que vous devez laisser sur notre répondeur, c'est votre numéro de téléphone, pas votre numéro de carte bleue, évidemment, que vous devez nous laisser. Nous, on travaille gratuitement, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne donc les aventuriers de l'étrange, rendez-vous la semaine prochaine avec une surprise que nous sommes en train, toute mon équipe et moi-même, de préparer. Nous allons vous proposer quelque chose d'intéressant. Ce sera samedi et dimanche prochain. Je n'en dis pas plus, je vous réserve la surprise. Rendez-vous donc samedi 22h minuit et dimanche 22h minuit. Je vous souhaite une excellente semaine et n'hésitez pas à nous contacter 0826 300 300 et vous nous laissez votre message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et au week-end prochain. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Massias qui m'a épaulé pour la construire. À samedi prochain et dimanche prochain.